n'ont pas lutté depuis maintenant des années et des années. Et nous devrions tirer les leçons de ce qui s'est passé, même si on n'a pas, nous, de leçons à donner, parce que très honnêtement, dans les terroristes qui ont agi sur le territoire français depuis déjà un certain nombre de mois, il y avait exactement le même type de profil que celui du terroriste. C'est-à-dire des gens qui sont nés sur le territoire, qui avaient la nationalité française, qui n'auraient pas dû l'avoir d'ailleurs, et qui se sont radicalisés, qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont partis en Syrie ou en Libye, je crois que c'est le cas du terroriste britannique, sans que, encore une fois, rien n'ait été fait pour mesurer la dangerosité de ce type de profil. Alors on poursuit sur le type de riposte éventuelle. La riposte, elle doit être nationale ou elle doit être européenne? Et l'un et l'autre. Elle doit être nationale dans les mesures que l'on doit prendre, notamment l'expulsion des fichiers S étrangers que je réclame depuis déjà de nombreux mois, la déchéance de la nationalité pour ceux qui sont binationaux, la mise en œuvre de l'article 411.4 qui permet de poursuivre les gens qui ont une relation avec ces organisations terroristes pour intelligence avec l'ennemi. On peut quand même les condamner à 30 ans, ce qui paraît quand même pouvoir préserver la société. Mais il faut également, évidemment, qu'en matière de renseignement, il y ait des relations internationales. Il faut une coopération. Mais ça ne se limite pas à l'Union européenne. Il faut arrêter avec ça. J'entends dire, ah oui, mais regardez, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, etc. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, très honnêtement, on travaille avec les services de renseignement du monde entier. Le Canada travaille avec les services de renseignement du monde entier. Les États-Unis, la Russie, la Syrie. Il n'y a que nous, d'ailleurs, qui nous privons en réalité. La Syrie, c'est pas tout à fait sûr. Justement, il n'y a que nous qui nous privons de relations entre les services entre les différents services de renseignement pour des raisons politiques et notamment nous n'avons pas accès aux renseignements syriens, ce qui est objectivement très gênant. Madame Le Pen, expulser les fichiers S, c'est se priver aussi d'une source de renseignement. Ils sont fichés parce qu'ils sont surveillés pour avoir de l'information. Et ça, c'est l'argumentation du président de la République. Elle est absurde et elle est terriblement dangereuse. Est-ce que vous savez combien il y a de fichiers S pour fondamentalisme islamiste dans notre pays? 11 000. 11 000 personnes à surveiller. Est-ce que vous vous rendez compte de l'armée qu'il faut pour surveiller 11 000 personnes? Donc ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Il y a 11 000 fichiers S. Non, monsieur, il y a 17 000 fichiers S, dont 11 000 fichiers S pour relations avec le fondamentalisme islamiste. Commençons par expulser les étrangers. Sans les juger. Mais oui, les expulser car ils représentent un danger potentiel. Nous n'avons encore une fois aucune raison de conserver sur notre territoire des gens qui n'ont pas la nationalité française et qui représentent un danger potentiel. Juridiquement, ça s'appelle le principe, mais bien sûr que c'est possible. Ça s'appelle le principe de précaution. Et donc, lorsque déjà les étrangers auront été expulsés, eh bien, il restera sur le territoire les fichiers S qui sont nationaux ou double nationaux, mais évidemment, ils seront beaucoup moins nombreux et il sera beaucoup plus simple, encore une fois, de mettre en œuvre les procédures dont j'ai parlé tout à l'heure. Principe de précaution ou pas, en tout cas, le président de la République a annoncé une mesure ce mercredi. Frédéric Dumoulin, AFP. Oui, l'état d'urgence qui serait reconduit jusqu'au 1er novembre au moins. Donc, est-ce que ça, c'est une bonne mesure? Pour faire quoi? Donc, vous pensez que ça ne servira à rien? Non, ça n'est pas ce que je dis. Je dis que l'état d'urgence succède à lui-même, mais pour faire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, le gouvernement ne prend pas les mesures que l'état d'urgence lui permettrait normalement de prendre. Vous demandez une nouvelle loi ou pas? Mais pour l'instant, appliquons déjà ce que l'état d'urgence permet de faire. La fermeture des mosquées salafistes, à mon avis, engager les procédures de dissolution des associations dont nous savons qu'elles sont les faux-nés du fondamentalisme islamiste sur notre territoire, l'expulsion des imams qui prêchent la haine. Tout cela n'a pas été fait dans les mois précédents, alors même que l'état d'urgence permettait de le faire. L'état d'urgence tel qu'il est appliqué, en fait, c'est une coquille vide. Il n'est pas appliqué. C'est un mot qui vise à rassurer les Français. Le problème, c'est que le mot chien n'a jamais mordu personne, mais le mot état d'urgence n'a jamais protégé personne s'il est vide de contenu. Or, aujourd'hui, il est vide de contenu. À l'Assemblée, vous, députés, et vos collègues FN, s'il y en a, vous voteriez la prolongation de l'état d'urgence? Mais encore une fois, s'il n'y a rien dedans,
s'il n'y a rien dans cet état d'urgence, s'il n'y a pas d'objectif, cet état d'urgence ne sert à rien. Il faut que les Français le sachent parce que c'est important de savoir, et je l'ai déjà dit, dénoncé depuis longtemps, qu'en réalité, on ne fait rien de ce qu'il faudrait faire pour minimiser le risque d'attentats terroristes sur notre Autre territoire. annonce du président de la République, cette idée de task force qu'il avait développée pendant la campagne, Yael Gauze, France Info. Oui, c'est un groupe de 50 à 100 agents qui seraient rattachés directement à l'Élysée et à Matignon pour éplucher tout ce que les services de renseignement font remonter du terrain. Ça, c'est mis en place normalement avant le 7 juin. Maximum, c'est ce qu'a annoncé le président en Conseil de défense ce matin. Ça, vous trouvez que c'est une bonne mesure, task force ? Oui, enfin, c'est surtout le mot qui est censé plaire, encore une fois. Le mot est là pour rassurer, mais qu'est-ce qu'il y a derrière 50 personnes, permettez-moi, mais ça doit être quoi si c'est 24 heures sur 24, c'est 10 personnes, en réalité. 10 personnes qui vont éplucher l'intégralité des renseignements. Vous dites que ça sert à rien ? C'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Le problème, c'est qu'il faut... Non, mais il faut un véritable... Non, mais il faut une véritable... Il faut une véritable organisation de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est le contre-espionnage en réalité qui est chargé du renseignement terroriste. C'est pas leur travail. Ils sont pas formés pour ça. Donc il faut une structure qui soit exclusivement dédiée à cela. Mais là encore, je pense qu'on est plus dans la communication que dans l'efficacité et l'action. Donc je répète, déjà nous retrouvons nos frontières. Il faut à tout prix préserver, protéger, surveiller, contrôler nos frontières. Et puis, on met en œuvre... Avec qui alors ? L'intégralité. Avec des douaniers, comme vous l'avez dit dans le débat d'entre-deux tours ? Oui, c'est mieux avec des douaniers, oui, de protéger les frontières. Mais vous savez quelle est la première frontière française ? Roissy-Charles de Gaulle. Parce qu'il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que les frontières, ce ne sont pas seulement les frontières physiques, c'est également la politique de visa. Or, la politique de visa a fait l'objet d'une gestion absolument laxiste depuis des années. Et d'ailleurs, ça n'est plus nous quasiment qui en avons la maîtrise, puisque vous savez qu'avec l'Union européenne, celle-ci négocie directement l'ouverture de visa pour tel ou tel pays. Ça a été le cas quand Mme Merkel est allée en Turquie et que dans le cadre des négociations qu'elle a menées avec M. Erdogan, une des réclamations de M. Erdogan était la suppression des visas pour les Turcs qui souhaitaient venir dans l'Union européenne. Est-ce qu'il est sérieux et raisonnable, encore une fois, de laisser à Mme Merkel et à l'Union européenne le soin de déterminer qui a le droit de venir sur notre territoire en situation de menace terroriste majeure ? On en vient au premier pas au niveau national du président Macron, François Fressos, Le Monde. L'entrée en force de la société civile au gouvernement, vous approuvez ? Non, mais on a l'impression que c'est une nouveauté. Ça n'est pas une nouveauté. Enfin, écoutez, c'est quand même pas la première fois qu'il y a un médecin qui devient ministre de la Santé etc. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas une nouveauté. Et la réalité, c'est que quand vous grattez un peu dans les CV, vous apercevez que une grande partie de ces gens-là ont travaillé dans des cabinets ministériels, auprès des ministres socialistes, etc., etc. Donc, c'est en grande partie des responsables ou des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires ou des conseillers socialistes avec une partie, c'est vrai, de gens qui viennent des Républicains. Bon, on est face à la recomposition de la vie politique telle que je l'annonce depuis des mois et je l'ai annoncé chez vous à plusieurs reprises. Donc on a un parti unique qui est en train de se constituer, qui est un parti mondialiste autour de Emmanuel Macron, avec une très grande partie des Républicains et une partie des anciens socialistes. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de faire ce qui était votre rêve, de réaliser votre rêve, c'est-à-dire dynamiter le système politique français? Et le renouveler, non, je crois et le rajeunir. Je crois qu'il contribue à la recomposition au même titre que moi. En réalité, vous serez la seule opposition. En réalité, nous sommes face à face, Emmanuel Macron et moi. Moi, j'organise la recomposition de la vie politique autour de la nation et de l'ensemble des protections qu'offre la nation. Et Monsieur Macron organise la recomposition autour de l'ultralibéralisme, du mondialisme, qui est l'idéologie qui sous-tend l'intégralité des décisions qu'il prend. Ça vous condamne à l'opposition perpétuelle? Et pourquoi?
Puisque là, on l'a bien vu, 66-34, c'est quand même, on est loin de 50-50. Oui, enfin, Jacques Chirac vous dirait l'inverse, et François Mitterrand aussi d'ailleurs, hein, qui se sont présentés 2 fois à l'élection présidentielle avant de gagner la 3e fois. Non, bien évidemment que non, rien n'est figé. On voit bien encore une fois que aujourd'hui, le mondialisme, qui est l'ADN de la politique de M. Macron, est en recul partout. Plus précisément, il est en vous voulez recul un marche partout. retour, Madame Le Pen ? Il est en recul partout, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons enregistré lors de cette élection présidentielle le plus haut score jamais réalisé de la part des patriotes. On parlera tout à l'heure du Front National. D'abord, les chantiers d'Emmanuel Macron avec la moralisation de la vie politique. Frédéric Dumoulin, AFP. Oui, en fait, ça paraît difficile de s'y opposer pour vous. Enfin, je veux dire, qui peut vraiment s'opposer à ce chantier de la moralisation de la vie publique? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, ce que j'ai vu dedans est très inquiétant. Alors, il y a des choses qui sont pas critiquables, pas contestables. Qu'est-ce que vous approuvez? Qu'est-ce que vous Voilà, désapprouvez? dites-le concrètement. Non, mais bon, il y a énormément de mesures qui sont proposées. Moi, le fait de ne pas travailler. Familiaux. Oui, bon, ça, honnêtement, c'est déjà le cas au Parlement européen. Hein, bon, donc ça n'est pas une grande nouveauté. Mais ce qui est très inquiétant, ce sont les propositions de M. Dosière. Et Sur notamment, les micro-partis. non, mais c'est très inquiétant parce que M. Dosière, il ne veut pas que des particuliers prêtent à un parti politique et il ne veut pas qu'un parti politique prête à des candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que les candidats riches qui pourront être candidats, ce qui est une véritable honte. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il n'y a que les banques qui pourront prêter aux partis politiques. Donc, en réalité, on livre la démocratie française aux banques, entre les mains des banques. Eh bien, mais évidemment, nous nous opposerons de la manière la plus ferme qui soit au cadenassage. Ça n'est pas la moralisation, mais le cadenassage. Ce que lui de la dit, vie c'est que la démocratique. multiplication des micro-partis fait que les règles de financement ont complètement explosé. Mais c'est faux. Et on précise quand même Combien on de sait micro-partis touchent des subventions? Probablement un nombre dérisoire. Et on ne sait pas Donc si- ça n'est pas vrai. On ne sait pas si cette proposition sera dans le projet de loi. Ça n'est pas du gouvernement vrai, Philippe. mais s'il persiste à vouloir donner aux banques le soin de choisir qui a le droit de se présenter Ça, c'est ou qui René n'a pas le Dosière. droit de se présenter, eh bien, je tire la sonnette d'alarme, car je crois que là, c'est la démocratie qui est directement atteinte en plein cœur. Ça, ce sont les propositions de René Dosière, député PS sortant. C'est pas C'est pas le texte de texte M. final que M. Bayrou est en train d'écrire. Mais est-ce que M. Bayrou, d'ailleurs, va inviter les partis politiques? Vous demandez à être consulté? Enfin, écoutez, quand même, la moindre des choses, pardon, mais la vie politique française, dans notre démocratie, s'organise autour des partis politiques. Est-ce que les partis politiques vont être consultés ou est-ce qu'il n'y a que les associations qui ont le droit d'être entendues ou écoutées par le ministre de la Justice? Vous souhaitez être consulté? Parce qu'a priori, le texte va être envoyé au Conseil d'État dans les tout prochains Mais je jours. trouve, eh bien, tout ceci révèle que tout ceci est révélateur de la manière dont ce gouvernement avance, socialement, par ordonnance, brutalement, sans demander l'avis de personne, et en l'occurrence, en matière de moralisation. On vous dira que les partis sont source de blocage. Sans même entendre les Ils partis veulent pas faire politiques. bouger les choses. Alors on avance. Mais ceci est totalement faux. Et encore une fois, considérer qu'on ne va pas inviter les partis politiques dans le cadre de cette discussion au motif qu'ils pourraient être en désaccord, eh bien, c'est faire un trait, rayer en quelque sorte le processus aussi démocratique. Un débat à l'Assemblée au Sénat, et là, vous pourrez peut-être indiquer si vous êtes pour ou contre cette proposition, avec dans l'actualité ce qu'on appelle l'affaire Richard Ferrand, Yael Gauze. Oui, qui concerne un intime d'Emmanuel Macron, un des premiers marcheurs, ex-socialiste, Richard Ferrand, devenu ministre de la cohésion des territoires, et qui est épinglé par le Canard enchaîné pour une location de locaux appartenant à sa campagne par les mutuelles de Bretagne, dont il était le directeur à l'époque en 2011, montage financier dans un cadre familial. Lui parle de dénonciation calomnieuse. À Matignon également, on estime qu'il n'y a rien d'illégal. Que la probité du Richard Ferrand n'est pas en cause. Exactement. Non, en réalité, à Matignon... Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème Ferrand à Matignon, ils disent exactement la même chose que ce que disaient les Républicains lorsqu'ils défendaient François Fillon. Cette affaire est très proche de celle de François Fillon. Ils disent la même chose, ils disent c'est pas illégal, c'est pas illégal. Bon, la réalité c'est que c'est un enrichissement personnel. Est-ce que c'est illégal ou non? La question n'est pas vraiment là. En dehors du cadre d'un mandat d'élu, c'est le cadre d'une affaire privée, il n'était pas député. C'est le cadre d'un enrichissement personnel parfaitement immoral. Et encore une fois, moi je mets un trait d'égalité absolument total entre l'affaire Ferrand et l'affaire Fillon. Mais qui n'a pas coûté un sou aux contribuables. On est dans un cadre privé là. Et alors?
Non, mais c'est une différence avec François Non, Fillon. non, je suis désolé, c'est exactement le même processus. C'est quoi? Vous dites qu'il ne peut pas rester ministre du gouvernement? Écoutez, tous ces gens sont venus donner des leçons de morale à la terre entière. Bon, on s'aperçoit surtout que les journalistes se sont privés quand même de donner ces informations avant le vote. On va avoir chaque jour aujourd'hui des révélations? On va avoir chaque jour des révélations parce qu'on en a déjà quelques-unes sur des gens qui sont autour de M. Macron, des gens qui ont été investis. C'est révélé avant les législatives, donc on va dire que c'est avant les élections. Bah si, c'était avant les élections présidentielles. Est-ce que vous demandez la démission? Je note que je ne fais que noter cela. Je n'en tire pas de conclusion. Je laisse aux Français le soin de tirer les conclusions. Est-ce que vous demandez la démission de Richard Ferrand? Quand on se lance, quand on veut que la première loi soit une loi de moralisation, dans moralisation, il y a morale. Et donc, voilà. Allez au bout de votre logique. Qu'est-ce que doit faire ce ministre? Monsieur Ferrand devrait en tirer lui-même les conséquences. C'est-à-dire quoi vous voulez... Je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. Enfin, écoutez, je pense que la moindre des choses, s'il en tire les conséquences, c'est de poser sa démission, non? Me semble-t-il. Parce que Jean-Christophe Cambadis, il disait ce mercredi matin qu'il demande solennellement à Édouard Philippe et à François Bayrou de s'exprimer au sujet de cette affaire. Vous aussi? Est-ce qu'ils doivent prendre position? Mais ils ont pris position, ils l'ont défendu. Le ministre de la Justice, non, et le Premier ministre. Le ministre de la Justice, il faudrait solennellement qu'il s'explique aussi sur les propos tenus par Mme Lepage dans son livre et qu'il l'accuse d'emploi fictif. Pour rester sur Ferrand, et le silence de l'Élysée qui renvoie à Matignon et au porte-parole, qu'est-ce que vous en pensez? Ça traduit une gêne, pour le moins, non? C'est le sentiment que ça donne. Alors, votre actualité, Madame Le Pen, c'est aussi votre convocation chez les juges à propos de cette affaire concernant les conseillers, pardon, les collaborateurs. C'est pas vraiment mon actualité, ça, excusez-moi, mais non, mais pardon, mais enfin, vous en avez parlé pendant toute l'élection présidentielle. Oui, je ne crois pas que ce soit actualité, parce que figurez-vous que je n'ai même pas été reconvoqué. Peut-être qu'ils sont moins pressés maintenant, en fait. Puisque vous aviez renvoyé maintenant que l'élection est passée. Puisque vous aviez renvoyé ça après la présidentielle, ça redevient votre actualité. Donc vous n'avez pas eu de convocation, vous ne savez pas quand ça va avoir lieu. Et puis autre question, si vous êtes député, est-ce que vous considérez qu'il faudra que vous puissiez bénéficier de l'immunité parlementaire, de votre nouvelle immunité parlementaire, ou si vous êtes convoqué chez les juges? Mais je me suis exprimé 100 fois sur ce sujet. J'ai dit clairement que j'irai à la convocation des juges après la séquence électorale. Moi, je fais ce que je dis. Voilà. Je sais que c'est bouleversant dans la vie politique française. C'est bouleversant. Vous répondrez à la convocation des juges. Et par conséquent, les juges n'avaient même pas besoin de demander ma levée d'immunité parlementaire puisque je leur avais dit que j'irais après la séquence électorale. Mais c'est vrai que ça a permis, encore une fois, de nourrir le feuilleton ce qui me fait dire que les juges n'ont pas en réalité pour objectif la vérité et la justice dans cette affaire, mais uniquement la participation à une cabale médiatique qui a d'ailleurs... il faut bien le dire, en partie fonctionné. On avance, Yael Gauz. Dans le nouveau FN que vous rêvez de refonder, est-ce que vous mettrez à l'écart des profils comme Axel Lousteau ou Frédéric Chatillon qui sont... Frédéric Chatillon n'a aucune responsabilité dans le Front National et vous le savez pertinemment. C'est beaucoup occupé de votre campagne quand même. Et oui, il est prestataire de services comme d'habitude. Ça fait des années que ça dure et par conséquent, rien n'a changé dans ce domaine. Mais essayons de s'élever un tout petit peu. On parle du premier parti d'opposition. Nous sommes aujourd'hui le premier parti... Sans doute pas à l'Assemblée nationale. Nous sommes le premier parti d'opposition. Vous n'en savez strictement rien. Nous sommes le premier parti d'opposition tel que, en tout cas, l'élection présidentielle du second tour s'est déroulée. Voilà. Et nous serons le seul parti d'opposition en réalité, pour une raison très simple. C'est que, est-ce que les électeurs savent lorsqu'ils... s'apprête peut-être à voter pour un républicain, si ce républicain va participer ou pas à la politique de M. Macron. Parce que moi, j'ai vu les déclarations de M. Raffarin qui nous explique que, en réalité, ils vont faire un contrat de gouvernement avec M. Macron et qu'ils vont accompagner la politique de M. Macron. Donc, on voit bien que l'assurance, si on veut, des députés qui s'opposent avec fermeté et avec courage aux politiques que veut mettre en œuvre M. Macron, l'assurance, c'est évidemment de voter pour le Front National. On va parler justement du Front National dans quelques instants. D'abord, on poursuit sur les projets de loi, les objectifs et le programme parlementaire du gouvernement et de la majorité éventuelle après les législatives. Françoise Fressos. Oui, le gros morceau, ça va être la réforme du Code du travail, qui sera passé par ordonnance. Alors, est-ce que déjà la procédure des ordonnances, ça vous va ou pas? Ça ne va pas quand on sait que le peuple est opposé à cela. Si vous voulez, c'est un peu comme le 49.3.
si je puis me permettre, moi je ne suis pas fondamentalement contre le 49-3, sauf quand il sert en réalité à passer en force, alors que l'on sait que le peuple est opposé à cette mesure. Mais là, pour le coup, le chef de l'État et le chef du gouvernement reçoivent tour à tour les partenaires sociaux, syndicats, patronat. Mais le patronat et ne sont pas le peuple. Mais à un moment donné, il va quand même falloir qu'on admette. Les partis représentent le peuple. Et alors pourquoi ne pas passer Monsieur Macron, tranquillement, simplement par l'Assemblée nationale dans ces conditions-là? La réforme du code du travail. Donc c'est le peuple qui l'a élu. Alors pourquoi passer par ordonnance? Les ordonnances passent par le Parlement avant Madame Le Pen. Il y a une loi d'habilitation, une loi de ratification. Pour plus vite donner des gages à la Commission européenne. Parce qu'en réalité, la destruction du droit du travail que M. Macron veut mettre en œuvre, la concurrence de tous contre tous qu'il veut mettre en œuvre par ordonnance, c'est exactement la feuille de route réclamée par la Commission européenne. D'ailleurs, vous aurez noté que lorsqu'il a été élu, c'était très intéressant de voir ça, la Commission européenne, en gros, a dit « Bravo M. Macron pour votre élection et au fait les 3% maintenant ». C'est-à-dire, et en fait, quand est-ce que vous allez mettre en œuvre la politique d'austérité que nous réclamons depuis des mois et qui était déjà, qui avait déjà inspiré la loi Macron-El Khomri, parce qu'en réalité, la loi El Khomri, c'était la loi Macron-El Khomri, et qu'aujourd'hui, il veut aggraver. Moi, je ne veux pas précariser. Je ne veux pas précariser les salariés français. Je ne veux pas des négociations par entreprise. Parce que dans le cadre des négociations par entreprise, eh bien, c'est une concurrence à l'intérieur d'une même branche et les petites entreprises mourront de cette concurrence. Donc ça veut dire que concernant ce projet de loi, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde que Jean-Luc Mélenchon. C'est encore une fois une politique faite pour les gros, au détriment des petits qui se portent très mal. Car les TPE et les PME vont très mal. Ce dont, encore une fois, aujourd'hui, hélas, à part nous, personne ne parle. Une loi écrite par le MEDEF, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? Évidemment, mais il a parfaitement raison de dire cela. D'ailleurs, M. Gattaz s'en cache à peine, mais c'est aussi une loi. Je sais pas ce qu'il dit, M. Mais c'est aussi une loi qui est soutenue par les Républicains. Souvenez-vous que lors du vote de la loi El Khomri, les Républicains considéraient que cette loi El Khomri n'allait pas assez loin. Donc moi je viens dire aux Français qui souhaitent s'opposer de toutes leurs forces à cette dérégulation, à cette déréglementation, qu'il faut qu'ils choisissent les candidats patriotes. Et sinon, s'ils ne choisissent pas les candidats patriotes, comme vous dites, on en parlera tout à l'heure, est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, comme les leaders syndicaux, vous direz à vos militants, il faut aller manifester contre cette loi non mais excusez-moi, mais moi je respecte le processus démocratique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester, mais je pense que, en l'occurrence, en pleine séquence électorale, le combat il se joue dans les urnes. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'appeler à voter M. Macron, comme l'ont fait d'ailleurs tous les responsables syndicaux, et venir aujourd'hui faire mine de pleurnicher en disant ah ben mon Dieu, il va faire ce qu'il s'est engagé à faire pendant la campagne. Et ces responsables syndicaux, ils portent la responsabilité de la dérégulation du droit du travail qui va intervenir. Ils ont appelé à voter Macron, comme ont appelé à voter Macron l'immense majorité des candidats de M. Mélenchon, des cadres de M. Mélenchon. Alors en politique, pas lui, il est le seul, mais tous les autres, oui. En politique, il faut assumer ses responsabilités. Il était courageux, Jean-Luc Mélenchon, de ne pas appeler à voter Macron. Assumer ses responsabilités. Il a été courageux dans cette campagne, Jean-Luc Mélenchon ? Sommes-nous vraiment dans une société si effondrée qu'il faille du courage pour ne pas appeler à voter pour Macron? C'est vrai que compte tenu du rouleau compresseur du système, le rouleau compresseur du système qui a imposé à tout le monde de voter Macron, oui, alors s'il faut, admettons à M. Mélenchon, cette toute petite dose de courage qui a consisté à s'opposer au diktat du système. Mais honnêtement, c'est quand même pas très rassurant sur l'état de la vie politique française. Quand on dit que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il est votre allié objectif et vous êtes son allié objectif, vous dites quoi? Je sais pas, je ne comprends pas cette... Allez, expliquez-moi ça. Non, justement, le fait qu'il n'ait pas appelé à voter précisément et concrètement pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Ah, c'est ça. Donc, en fait, on avait le choix entre voter Macron et voter Macron. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Mais bon. Non, mais je veux dire, si, ce que vous me dites, c'est qu'on avait le choix entre voter Macron et voter Macron.
Ok, c'est bien ce qu'on a ressenti honnêtement pendant le second tour. Alors, Ça, je ne vous cache pas que beaucoup de Français ont ressenti ça. Il y a eu la présidentielle et dans 2 semaines. Mais là, dans 2 semaines, il y a des élections législatives et les Français peuvent voter pour se défendre, pour défendre leurs opinions, leurs options, non seulement sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan de la sécurité, où M. Macron a 0 projet. Il l'avait d'ailleurs avoué pendant la campagne présidentielle. Il avait dit je vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit. Ça veut donc dire qu'à quelques jours d'une élection présidentielle, il n'avait aucune idée de ce qu'il faut faire pour lutter contre le terrorisme et surtout rien pour empêcher la submersion migratoire que je vous annonce et les uns et les autres. Alors justement. Que je vous annonce et les uns et les autres parce que M. Macron laissez-moi juste une minute. M. Macron est allé rencontrer le Premier ministre italien. Il avait rencontré Mme Merkel pour la féliciter d'avoir accueilli 1,5 million de migrants. Et il est allé dire au Premier ministre italien qu'il allait faire en sorte de soulager l'Italie. Comment on soulage l'Italie de la submersion migratoire qui est en train d'avoir lieu, à part en prenant, encore une fois, des dizaines ou des centaines de milliers de migrants à notre charge. Parlons de vous maintenant. Vous vous lancez à la conquête d'Hénin-Beaumont, de la circonscription d'Hénin-Beaumont, pour la 3e fois. Cette fois-ci sera la bonne? Je l'espère, je le souhaite. Ce sont les électeurs toujours qui ont cette décision entre les mains. Plus confiante que les 2 fois où vous avez perdu à Hénin-Beaumont? Écoutez, tous les résultats qui ont été obtenus sur la circonscription lors des élections qui ont eu lieu depuis 5 ans. Mais surtout, je pense que les Français souhaitent que je prenne la tête, en quelque sorte, de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je vous annonce que à l'issue de cette élection législative, je prendrai l'initiative d'organiser des assises de l'opposition. Voilà, des assises de l'opposition où j'inviterai... Ouverte à tout le monde ? Oui, où j'inviterai tous ceux qui se considèrent comme étant dans l'opposition à la politique gouvernementale. Évidemment, il y aura peut-être quelques républicains, peut-être, c'est même pas sûr. Il y aura Nicolas Dupont-Aignan, pour l'instant, ils ont l'air plutôt en soutien, en tout cas, en complicité avec Emmanuel Macron. Si quelqu'un comme M. Laurent Wauquiez veut venir, comme a dit votre nièce, il peut venir. Encore une fois, je pense que ces assises de l'opposition permettront d'ailleurs aux Français une clarification sur le positionnement des uns et des autres. Parce que, quand même, concrètement, dans une Assemblée nationale, on est au soutien du gouvernement ou on est opposé à la politique menée par le gouvernement. Eh bien, ça permettra, ces assises de l'opposition, elles permettront de savoir qui participe de l'opposition et qui participe de la majorité. De dépasser le Front National. C'est surtout une façon d'acter et d'accompagner et de structurer cette recomposition. De sortir de la crise, quoi, c'est ça. Mais non, pas du tout. De cette recomposition de la vie politique française qui, à mon avis, elles auront lieu quand ces assises. Ça se reverra jusqu'aux Insoumis, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon. S'ils souhaitent, l'opposition. S'ils se considèrent comme étant dans l'opposition, malgré le fait qu'ils ont appelé à voter pour le président de la République, soit on verra bien. On verra aussi comment ils se comportent, tous ces insoumis, soi-disant insoumis, au second tour de l'élection législative. Est-ce qu'au second tour de l'élection législative, ils ne vont pas appeler les uns et les autres à soutenir éventuellement les candidats En Marche? Eh bien, moi, je vous paye mon billet que oui. Voilà. Si vous voyez, donc, c'est insoumis, mais pas trop quand même. Insoumis, justement, à Marseille. Si Jean-Luc Mélenchon est face à un candidat au second tour qui n'est pas Front National, est-ce que vous souhaitez... Non, écoutez, moi, les hypothèses, permettez-moi de les mettre de côté le temps du second tour. Parce que pour lancer ces assises de l'opposition, pour être chef de l'opposition... La date, c'est quand? Probablement à la rentrée. Il ne faut pas que vous soyez seul élu FN à l'Assemblée nationale. Il faut que vous ayez un groupe assez solide. Mais vous espérez combien d'élus? Non, mais je ne me prononce pas sur le nombre d'élus parce que je pense que les hypothèses, personne n'est capable en réalité de faire des projections. Le plus grand nombre possible, parce que c'est utile, plus que jamais, il est utile à l'Assemblée nationale d'avoir des députés sûrs qui vont défendre la France, qui vont défendre les Français, qui vont s'opposer à l'immigration massive, qui vont s'opposer aux lois laxistes en matière de sécurité, qui sont une grande force de proposition
notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le soutien aux TPE et aux PME. Voilà. Plus que jamais, je crois, le Front National est utile à la France et aux Français. Mais Madame Le Pen, comment vous pouvez vous autoproclamer chef de l'opposition dans la future Assemblée si vous n'êtes pas le groupe, je vais vous le dire premier pourquoi groupe d'opposition? Je vais vous dire pourquoi. Et vous regardez les projections actuelles, Madame Le Pen. Parce qu'un Français sur 3 ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Mais là, on parle du Parlement. Non, mais moi je vous parle des élections présidentielles. Bon, les Français, ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont mis au second tour de cette élection. Pardon, ils ont mis au second tour de cette élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors moi je veux bien que vous rejetiez ça d'un revers de la main. C'est que les projections montrent que les Républicains vont avoir un groupe beaucoup plus important que le vôtre. Nous aurons. D'accord, mais pour faire quoi? Pour être dans la majorité? Laurent Wauquiez, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ce que vous voulez, c'est casser le groupe Les Républicains. Enfin, écoutez, vous pensez que ça va exploser? Écoutez, une partie des Républicains, 170 les Républicains. Pas des députés, hein. Les Républicains, des élus 170 ont appelé à répondre à la main tendue à Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas dire que le Premier ministre et les 2 ministres qui sont actuellement au gouvernement, ce sont des débauchages individuels. C'est un mensonge. La réalité, c'est qu'il y a une grande partie, y compris de très hauts responsables, les Républicains, au premier rang desquels Monsieur Raffarin d'ailleurs, qui sont clairement pour participer à la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ceux qui seront la seule grande force d'opposition à l'Assemblée nationale, je le répète, ce seront les députés patriotes du Front National et de Debout la France. Donc vous voulez un match retour si on vous suit, vous voulez incarner l'opposition, vous voulez le match retour avec Emmanuel Macron. Je ne veux pas le match retour. Encore une fois, je suis respectueuse des institutions de notre pays. Si nous sommes au devant d'élections législatives. Mais si on vous suit, si c'est vous l'opposante numéro 1, 2022, match retour, vous serez candidate. Oui, mais nous verrons cela. Écoutez, nous sortons à peine de la séquence présidentielle. Vous êtes déjà dans 5 ans. On va y revenir. Moi, je suis dans l'élection législative parce qu'elle est fondamentale et que je veux, encore une fois, appeler les Français à prendre conscience de l'importance qu'il y a à s'offrir une opposition véritable à l'Assemblée nationale. Vous avez cité Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Il est toujours avec vous ou il est parti? Bien sûr, je vous l'ai dit, les seuls qui seront dans l'opposition en l'état actuel, mais ça se passe très bien. Pourquoi voulez-vous que ça se passe pas très bien? Parce qu'il y a des candidats partout et qu'on ne comprend pas ce qui se passe entre vous deux. Mais pourtant, c'est extrêmement clair. Nicolas Dupont-Aignan a souhaité conserver une indépendance totale à son mouvement. Ouais. Eh bien, moi, je le respecte. Je suis moi-même très attaché à l'indépendance du Front National. Et nous aurons au second tour des discussions, évidemment, comme nous avons eu une discussion au second tour de l'élection présidentielle. Il n'y aura aucun député. Mais vous n'en savez rien, ça c'est quand même incroyable. Avec vous, on arrête les élections. On demande à M. Dumoulin qui va être élu. Mais s'il a le FN face à vous, s'il a le FN face à lui, il ne peut pas être élu. Enfin, je veux dire, les candidats de Debout la France ne peuvent pas être élus. Mais si, peut-être y avoir des candidats. D'abord, Nicolas Dupont-Aignan lui-même. Oui. Et je souhaite bien entendu son élection. Voilà. Et je souhaite que nos deux mouvements qui sont complémentaires s'associent dans l'avenir pour représenter, encore une fois, les deux jambes d'une opposition véritable et réelle à la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est fréquentable, comme semble le dire votre nièce? Mais je ne sais pas c'est pas la question n'est pas de savoir s'il est fréquentable ou s'il n'est pas fréquentable. La question est de savoir s'il est sincère ou s'il n'est pas sincère. J'en ai entendu par le passé, moi, des UMP venir nous expliquer qu'il fallait lutter contre l'insécurité, lutter contre l'immigration. Lorsqu'ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ils ont fait exactement la même politique que les socialistes. Bon, donc c'est pas un problème de savoir s'il est fréquentable, c'est le problème de savoir s'il est sincère. Et s'il est sincère, il viendra aux assises de l'opposition que je souhaite organiser à la rentrée. On avance. Est-ce que vous pouvez nous dire votre position aujourd'hui sur l'euro, qui a été un gros souci pendant la campagne présidentielle? Bon, ma position n'a pas varié. L'euro est un boulet. Non, l'euro est un boulet absolu pour notre économie. L'euro est un couteau que la Commission nous met dans le dos pour forcer le pays et le peuple que nous sommes à aller dans le sens de la politique d'austérité
même couteau qui a été utilisé pour les Grecs qui ne s'en sortent pas d'ailleurs et qui sont en train de revenir quasiment au Moyen-Âge. Je suis attaché à la souveraineté de mon pays. La souveraineté, il y a 5 éléments de souveraineté vous l'aviez essentiels. dit, mais sortir de l'euro ou pas? Mais encore une fois, vous savez très bien que cette sortie de l'euro, enfin cette sortie de l'euro, oui, ce retour à une monnaie nationale a été présenté aux Français comme cataclysmique. Donc beaucoup de Français sont inquiets de cela. Ils n'ont, pour une grande partie d'entre eux, pas compris quels étaient les tenants et les aboutissants. Alors, donc nous allons mener au Front National, après les élections législatives, puisque ça n'est pas un débat de législative, hein, après les élections législatives, nous allons ouvrir le chantier d'un débat sur ce sujet. Un débat qui pose problème à l'intérieur du Front Tout National. le monde pourra s'exprimer. Moi, je ne le crois pas. D'ailleurs, que ça pose un problème. Alors, on va vous poser une question fond là-dessus. au sein Donc, du à Front titre National. personnel, Et vous de toute continuez façon, à je vais vous défendre dire cette une position. chose très claire, comme dirigeante du Front National, personne ne doit avoir peur du débat. Alors, on avance. D'accord, justement, le débat, Éric il y en a un. On a l'impression, vous allez peut-être pouvoir nous Pour l'instant, il éclairer. n'y en a pas. Est-ce que les jours de M. Philippot sont comptés au Front National? Mais absolument pas. Mais absolument pas. Florian Philippot a toute sa place au Front National. Chacun admet la plus-value qu'il a Pas apportée et chacun. qu'il Il y en continue. a certains qui ont Ah, oui, d'accord, il y en a certains, des individualités Gilbert qui Collin. même représentent eux-mêmes. Ah bon Voilà, bah oui, qui représentent eux-mêmes. Donc chacun a sa place d'ailleurs au Front National. Chacun a sa place au Front National. Vous-même Et donc chacun participera dans le cadre, encore une fois, de ce chantier de rénovation, de modernisation, avec ses qualités, avec ses idées. Et c'est cela qui fait la richesse de notre mouvement politique, qui accueille en son sein, je vous le rappelle, des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, Vous avez des dit gens qui pour viennent du Florian Parti Philippot, communiste, Madame Le du Pen. Parti socialiste, du MoDem, de l'UDI. Mais vous avez dit qu'il pourrait partir avec les on a bien honneurs. compris quand Vous même. avez dit qu'il pourrait partir avec les honneurs ça s'il n'est est au pas bout de ce- ses convictions. Non, mais ça n'est pas ce que j'ai dit. On a C'est terrifiant quand même. Hein, Alors allez-y, expliquez. Mais je n'ai pas dit ça. On m'a dit il y a une forme de chantage dans ce qu'il a dit. Oui. J'ai dit non, il n'y a pas de chantage. Si demain Florian Philippot constatait que le Front National ne défendait plus les idées fondamentales qui sont les siennes, je trouve ça très honorable de dire dans ces conditions, je ne resterai pas. Bon sang, mais encore une fois, nous sommes des hommes et des femmes de conviction, Mais est-ce qu'il de vous avait sincérité. Nous ne sommes pas là pour des places, nous ne sommes pas là pour des postes, nous ne sommes pas là pour des mandats. Nous défendons Est-ce des idées. Et moi, je trouve honorable de la part d'un homme ou d'une femme politique que de dire, à partir du moment où un mouvement politique ne défend plus les idées qui sont les miennes, eh bien, je ça veut dire très quitterai. concrètement, Voilà. Madame Le Pen. Mais, Madame Le mais- Pen, mais en il va y réalité, avoir- ce problème ne se pose pas. Attendez, il va y avoir un congrès. Vous avez la date ou pas du congrès? Probablement en début d'année. Après le D'accord. chassis, quoi. Hein. Ouais. Il y a une discussion sur la ligne. Oui, c'est d'ailleurs le rôle d'un congrès aussi. C'est les militants qui votent. Ce sont les militants qui vont discuter, mais d'abord, ce sont les dirigeants que nous sommes qui allons ensemble faire le constat de qu'est-ce qui a fait aussi peur aux Français. Y a-t-il un problème de calendrier? Est-ce que c'est le calendrier qui a été un élément anxiogène? Nous allons mettre toutes ces questions Alors, sur la table, avec- étant entendu que nous voulons, et je crois que chacun au Front National est d'accord avec ça, maîtriser notre monnaie, maîtriser nos lois, maîtriser notre justice, maîtriser nos frontières et maîtriser notre armée. Bon, Et on- pour l'instant, nous n'avons plus aucune de cette souveraineté quand même, hein, je vous le Et on rappelle. avance sur le Front En National. dernier ressort, ça Il n'est nous reste plus 2 nous, minutes. ça n'est plus nous qui maîtrisons ni notre monnaie, ni nos frontières, Donc, ni on notre avance. justice, ni Il nous reste 2 minutes. notre armée. Congrès. Pas notre armée. Si l'on Ce vous n'est pas suit nous bien- qui décidons si nous engageons ou si nous arrêtons une guerre. Madame Le Pen, donc si on comprend bien, donc un congrès du FN début Mais 2018. c'est un congrès statutaire. Hein. Oui, d'accord. Mais donc sans votre nièce. Bah, elle est adhérente du Front Oui, National. d'accord, mais enfin, elle s'est mise en retrait de la vie politique. Ah, elle s'est mise en retrait, bah oui, a priori, Et c'est donc plutôt- oui. et vous trouvez que c'est une clarification ou un affaiblissement qu'elle soit partie? Mais il n'y a ni clarification ni affaiblissement. Ça n'est pas une décision politique, Monsieur Dumoulin. Ne faites pas mine de croire l'inverse. C'est une décision personnelle qu'a prise Marion. Marion, elle a 27 ans. Elle a une petite fille qui a 2 ans et demi. Elle n'a jamais travaillé. Bon, elle a été députée à 23 ans. Par conséquent, qu'elle dise, moi, je souhaite aller dans le privé, faire mes armes, connaître le monde du travail pour éventuellement revenir d'ici quelques années. Là
là encore, je trouve que c'est très honorable. Franchement, je trouve que l'intégralité de nos dirigeants, lorsqu'ils prennent ces positions, qu'elles soient personnelles ou politiques, se comportent de manière honorable. Quand on lit le livre de Gaël Tchakaloff, Divine Comédie, on découvre cette phrase, une phrase de vous qui est assez surprenante. « Je n'ai jamais été avec Le Pen, donc votre père, comme Marion est avec moi. » Je ne sais pas à quelle occasion cette phrase a été prononcée, ni dans quel contexte. Je vais pas faire du commentaire, honnêtement. Je vais pas faire du commentaire C'est intéressant, justement. Ça montre donc qu'apparemment, selon vous, les rapports sont beaucoup plus tendus avec votre nièce qu'avec votre père. Mais ça n'a rien à voir. Les relations qui sont... Mais écoutez, excusez-moi, mais vous avez un divan, je vais m'allonger, on va se faire une petite psychothérapie ensemble. Ça va être sympa. Après honnêtement, et avec votre père, vous, ça se passe bien et votre nièce, ça c'est malheureux. Et votre nièce, ça se passe bien? Mais je veux dire, c'est pas ça. Arrêtez de dire ma nièce et mon père. D'accord, nous avons des responsables politiques. Marion Maréchal Le Pen a dit je suis une maman. Oui, et elle dit je me retire. Je suis une maman personnelle, mais je pense qu'il y a des choses à faire avec Laurent Wauquiez. Tiens. C'est quand même un drôle de retrait quand même. C'est extrêmement drôle. Je pense que c'est peut-être parce que l'interview de Valeurs Actuelles a été faite avant sa décision. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Non, mais ce qu'il y a quand même... Vous n'êtes pas un peu complotiste aussi, vous, hein? Non, on n'est pas complotiste, mais il y a quand même deux lignes assez différentes au sein du Front National et on voit bien qu'il y a une difficulté à la trancher. Vous êtes plutôt sur le rassemblement de tous. Vous trouvez qu'il y a une difficulté? Moi, je ne crois pas. Moi, je trouve que le Front National est le plus solide. Elle est plutôt sur une alliance avec la droite. Mais dites-moi, en ayant constaté l'effondrement du Parti socialiste, l'explosion des Républicains, vous n'avez pas quand même le sentiment que le Front National est le mouvement le plus solide de la vie politique française, du paysage politique français, le plus solide, le plus clair, le plus sincère, et le plus pugnace pour défendre les Français et la France? Admettez-le, allez. C'est la fin de Question d'Info. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles.